Lorsque le président russe Vladimir Poutine a commencé à rêver en grand en Europe de l'Est, la Moldavie semblait être une cible facile, petite, stratégique et en proie à ses propres luttes internes. La Moldavie devait être une nouvelle étape dans le grand plan de Moscou. Une victoire rapide après l'Ukraine et un moyen d'étendre le pouvoir russe encore plus à l'ouest. Mais aujourd'hui, alors que la guerre en Ukraine s'éternise, la Russie ne parvient même pas à prendre la Moldavie. Elle a du mal à garder le contrôle sur la Transnistrie, une région séparatiste peu connue hors de la zone. Soudainement, le plan de secours de la Russie pour son expansion est devenu un nouveau casse-tête pour le Kremlin et, pour ne rien arranger, la Russie pourrait aussi être sur le point de perdre définitivement la Transnistrie. Regardons cela de plus près. La Moldavie est une fine bande de terre coincée entre l'Ukraine et la Roumanie. Pendant des décennies, cela a été l'un des pays les plus pauvres d'Europe, luttant pour trouver sa place, après la chute de l'Union soviétique. Dans les années 1990, la Moldavie cherchait un équilibre entre Moscou et Bruxelles, l'Est et l'Ouest, tandis que d'autres États nouvellement indépendants se reconstruisaient. Elle est restée piégée par un conflit gelé le long du Dniestre. La Transnistrie a déclaré son indépendance en 1990, et dès 1992 des soldats de la paix russe sont arrivés, consolidant ainsi l'influence de Moscou dans la région. Depuis lors, la Transnistrie vit dans un état de limbo. Elle a pas son propre gouvernement, son armée, sa monnaie, et même son propre drapeau. Mais sur le plan international, elle est reconnue comme faisant partie de la Moldavie. Pour la Russie, la Transnistrie servait de pion, un moyen de titiller la Moldavie, de menacer le gouvernement et de préserver son influence dans un coin de l'Europe. Vous regardiez, passons directement à 2022. À l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Moldavie s'est préparée. La rumeur court que des troupes russes traversent le sud de l'Ukraine. Des rumeurs ont circulé disant que Moscou pourrait traverser le Dniestre, prendre la Moldavie et libérer la Transnistrie. Les pro-russes saluent cette idée, tandis que les dirigeants occidentaux avertissent contre un nouveau front. Mais au fil des mois, le scénario change à Moscou, et la rhétorique de Poutine devient plus incisive. Dans ses discours, la Moldavie a été présentée comme un frère perdu, arraché par les intrigues occidentales. Les médias russes diffusant des bonnes histoires sur les russophones opprimés, des fascistes à Chisinau, et la nécessité de défendre la Transnistrie contre l'expansion de l'OTAN. L'héritage soviétique reste lourd pour certains. Pour les partisans russes les plus durs, perdre la Moldavie serait abandonner un tampon vital, perdre la face et rapprocher l'influence occidentale des frontières russes. C'est pourquoi l'invasion de l'Ukraine semblait être un prélude à une invasion similaire de la Moldavie. Des images satellites montraient des troupes russes rassemblées près de la frontière ukraino-moldave. La direction de la Transnistrie a renforcé ses appels au soutien de Moscou. Des experts occidentaux ont suggéré que les forces russes pourraient utiliser ce territoire pour lancer une offensive vers Odessa, ou comme point d'ancrage pour des opérations dans le sud de l'Ukraine. Les médias ont spéculé sur la possibilité d'un pont terrestre du Donbass jusqu'à la Transnistrie. Durant ces semaines tendues, le gouvernement moldave sollicite l'Union européenne et l'OTAN pour du soutien et sécurise les points de passage frontaliers. Mais autre chose se produit. Les avancées russes en Ukraine sont stoppées. Le grand plan commence à s'effondrer, non seulement à Kharkiv ou à Louhansk, mais jusqu'en Moldavie, en Transnistrie. Lorsqu'un bastion supposé commence à sembler être un handicap, alors que les espoirs russes de traverser l'Ukraine s'effondrent, la Moldavie y voit une opportunité. Ses dirigeants réagissent avec une clarté et une rapidité rares, sans paniquer. La présidente Maia Sandu, élue sur une vague de sentiments pro-européens, rallie la Roumanie et l'Ukraine voisine pour obtenir du soutien. Le gouvernement accélère les réformes de sécurité et défense, vise le statut de candidat à l'Union européenne et renforce la lutte anticorruption. Même le Parlement moldave, symbole de la nostalgie soviétique, adopte désormais rapidement des lois alignées sur l'Occident. La société moldave évolue également. Des réfugiés de guerre affluent d'Ukraine, apportant des récits de première main sur les bombardements russes. En entendant ces récits, les jeunes Moldaves se portent volontaires pour la défense civile. Des maires locaux placent des banderoles « Pas de guerre » dans les centres-villes où flottaient autrefois les drapeaux soviétiques. Et puis, la distance idéologique entre la Moldavie et la Transnistrie s'élargit. Fini le temps de la diplomatie discrète ou des accords conclus à huis clos. Désormais, le gouvernement dénonce ouvertement l'intervention russe. Et les dirigeants de la Transnistrie, sentant un changement d'atmosphère, commencent à couvrir leurs arrières. Ils supplient pour un dialogue avec Chisinau et demandent à Moscou plus que de simples promesses creuses.
Mais certains citoyens de Transnistrie semblent incertains. Les sondages révèlent un soutien accru à la neutralité, l'intégration à l'Union européenne et la coexistence pacifique. Les liens économiques avec le reste de l'économie moldave attirent plus que les envois de fonds russes. Fait crucial, la voie accélérée de la Moldavie vers l'adhésion à l'Union européenne est désormais le principal moyen d'atteindre la réintégration. Bien que Bruxelles ait déclaré que l'adhésion ne dépend pas formellement de la résolution du conflit transnistrien, en citant l'exemple de Chypre, la position officielle de Chisinau, défendue par la présidente Maia Sandu, est d'adhérer en tant qu'État unifié. La réalité économique accomplit l'essentiel du travail. Depuis 2016, les entreprises transnistriennes sont incluses dans l'accord de libre-échange approfondi et complet entre l'Union européenne et la Moldavie. Par conséquent, plus de 80% des exportations de la Transnistrie vont désormais vers l'Union européenne, l'économie régionale étant entièrement alignée sur la stabilité et la prévisibilité du marché européen, et non sur celui de la Russie qui se rétrécit. Cet aimant économique donne à Chisinau un outil puissant et pacifique pour ramener le territoire dans son espace légal et économique. En réalité, la guerre a galvanisé la société moldave et a mis la Transnistrie en alerte. Le Kremlin, voyant son influence diminuer, tente d'attiser les tensions. Les médias d'État évoquent des fascistes moldaves et une occupation occidentale. Mais sur le terrain, peu d'habitants y croient. Depuis 30 ans, la Transnistrie est l'atout principal de la Russie, permettant au Kremlin de projeter sa puissance. Les troupes russes, jusqu'à 1500 soldats, formaient les forces locales et maintenaient la région à l'écart de la pression de l'Union européenne ou de l'OTAN. Mais aujourd'hui, les problèmes de Poutine en Ukraine sont revenus le hanter. Les défenseurs ukrainiens ont étouffé l'approvisionnement vers la Transnistrie. Les unités russes, autrefois présentées comme force de maintien de la paix, sont désormais isolées, avec des chaînes logistiques fragiles et un moral en baisse. Les renseignements occidentaux révèlent que même les commandants russes en Transnistrie craignent d'être totalement isolés. La direction de la Transnistrie fait face à des dilemmes politiques sur plusieurs fronts. Le président de la région, Vadim Krasnoïelski, appelle publiquement à un dialogue constructif, atténuant l'ancienne rhétorique d'intégration avec la Russie. Certains contactent discrètement des diplomates de l'Union européenne hors des circuits officiels, cherchant des garanties pour la population locale en cas d'abandon par Moscou. La pression économique augmente. Sous sanctions, la Russie ne peut plus offrir de généreuses subventions. Les prix du gaz ont grimpé, poussant l'industrie locale à chercher de meilleures conditions auprès de la Moldavie. La population, jadis habituée à la sécurité soviétique, regarde désormais avec incertitude l'avenir du soutien du Kremlin. Pendant 3 décennies, cette stabilité géopolitique a été soutenue par un mécanisme économique simple, le gaz russe, gratuit. Moscou a effectivement subventionné toute la région, en fournissant du gaz via l'Ukraine, pour lequel la Transnistrie n'a jamais payé, accumulant une dette estimée à plus de 11 milliards de dollars. Sous le nom de la Moldavie, ce carburant gratuit alimentait les services publics de la région et ses industries clés, en particulier la centrale électrique géante qui fournissait historiquement de l'électricité bon marché au reste de la Moldavie. Ce lien vital a été rompu le 1er janvier 2025, lorsque le contrat de transit de gaz entre la Russie et l'Ukraine a expiré et que la Russie, confrontée à des obstacles logistiques, a refusé d'utiliser des itinéraires alternatifs pour approvisionner la Transnistrie. La perte du gaz gratuit a été un choc existentiel. La région a été confrontée à des coupures de courant récurrentes et à une grave crise de chauffage en hiver, forçant de fait ces industries, dont les modèles économiques reposaient sur ce carburant, bon marché, à chercher un accord avec Chisinau. Conséquence de la guerre entre la Russie et Kiev, cet événement unique a transféré un levier économique majeur de Moscou à la Moldavie et à l'Union européenne. Pendant ce temps, les médias russes tentent désespérément de raconter des histoires d'un retour triomphal, espérant masquer la réalité. La Transnistrie s'éloigne encore davantage de l'orbite de Moscou. Dans les rues de Tiraspol, capitale régionale, l'ambiance oscille entre fierté et anxiété. Les entreprises locales craignent pour leurs futurs contrats. Les retraités parlent de l'impact de l'augmentation des pertes russes en Ukraine. D'autres consultent les infos ukrainiennes sur leur téléphone, cherchant des indices sur un éventuel retrait russe. Dans ce contexte, le gouvernement moldave devient plus audacieux. Des conseillers de l'Union européenne et de Roumanie s'installent à Chisinau pour moderniser l'armée et renforcer les contrôles aux frontières. Des colis d'aide arrivent pour soutenir l'économie et rassurer les habitants inquiets de Transnistrie. Dans le même temps, l'aide occidentale secrète s'intensifie.
Les services de renseignement moldaves resserrent leur contrôle sur les réseaux russes, tandis que les organisations communautaires frontalières mènent des campagnes d'éducation aux médias contre la propagande. Il y a des années, les dirigeants russes comptaient sur la corruption et les oligarques pour maintenir la Moldavie sous contrôle. Aujourd'hui, cette toile se défait. Les responsables occidentaux notent les progrès rapides de la Moldavie à Bruxelles. Les diplomates demandent une adhésion rapide à l'Union européenne, tandis que l'OTAN révise discrètement ses plans d'urgence. Même les États-Unis, autrefois indifférents à la Moldavie, envoient désormais des envoyés de haut niveau et publient des déclarations soutenant sa souveraineté et son intégrité territoriale. Cette transformation prend les stratèges russes liés au dépourvu. Les planificateurs du Kremlin voyaient la Transnistrie comme un tremplin. Aujourd'hui, ils craignent qu'elle devienne un handicap dans le schéma soviétique initial. Les forces russes stationnées en Transnistrie pourraient mobiliser les défenses moldaves, menacer le sud-ouest vulnérable de l'Ukraine et garantir un point d'appui en Europe. Mais aujourd'hui, la réalité est bien différente. Le matériel militaire russe local est vieux, chars soviétiques, communications obsolètes et défense aérienne limitée. Les ravitaillements en Ukraine sont maintenant impossibles. Toutes les pièces de rechange, le carburant et les munitions doivent être acheminées par voie terrestre depuis la Russie, ou de plus en plus depuis la Moldavie. Les conscrits de la Transnistrie s'entraînent avec de vieilles armes, et sa poignée de véhicules blindés sert davantage d'accessoires pour les défilés que de véritables atouts de militaires. Sur le papier, Moscou peut encore se targuer d'une présence militaire, mais sur le terrain, cette présence diminue. Les analystes occidentaux estiment que le nombre de soldats russes a diminué à mesure que les redéploiements et les pertes en Ukraine font leur effet. Les problèmes de morale sont nombreux, les soldats se sentant abandonnés et coupés du soutien du commandement. Les forces de sécurité moldaves, autrefois sous-financées et mal entraînées, se sont vite améliorées grâce à des exercices conjoints, de nouveaux équipements et l'aide technique de l'OTAN, soutenue par l'appui occidental. Les dépenses de défense de la Moldavie ont augmenté de 68%, rien qu'en 2023, un bond massif pour un pays dont le budget militaire a toujours été négligeable. De plus, la Facilité européenne pour la paix a alloué une aide importante, allant au-delà des équipements non létaux, comme les véhicules et les systèmes de surveillance aérienne, pour désormais fournir des intercepteurs de défense aérienne à courte portée. Cette aide répond directement à la principale vulnérabilité de la Moldavie, la défense aérienne, et marque un engagement stratégique de l'Union européenne à renforcer la souveraineté du pays. En cas de conflit, les stratèges occidentaux jugent que la Transnistrie pourrait moins résister aux avancées moldaves ou ukrainiennes qu'avant. La poigne de fer de Moscou, autrefois inébranlable, paraît désormais illusoire. En analysant la Transnistrie, la première question que se pose tout stratège militaire est la suivante. Les forces russes présentes là-bas pourraient-elles réellement mener une opération crédible contre la Moldavie ou l'Ukraine? De l'extérieur, les garnisons de Transnistrie sont présentées comme des unités robustes et prêtes au combat. Mais en creusant un peu, la réalité est bien moins impressionnante. La plupart sont légèrement armés, composés de conscrits, de retraités et d'une poignée de soldats réguliers russes. Les cycles d'entraînement sont irréguliers, le moral fluctue selon les lieux, et la doctrine opérationnelle a peu changé depuis la fin des années 1990. Les officiers russes dans la région signalent des difficultés à communiquer avec le quartier général. Les canaux sécurisés, essentiels pour la guerre moderne, sont au mieux inégaux, souvent dépendants de radios obsolètes et d'infrastructures civiles. Les renseignements moldaves interceptent souvent les signaux, réduisant discrétion et flexibilité pour Moscou. La logistique est un autre cauchemar. Les pénuries de carburant, le rationnement des munitions et l'entretien peu fiable des véhicules entravent tous les plans de manœuvre à grande échelle. Privés de ravitaillement sûr depuis la Russie, les commandants doivent improviser, allant jusqu'au troc avec des homologues moldaves pour des pièces de rechange. Et qu'en est-il des tactiques ? Les stratèges de Tiraspol se sont traditionnellement appuyés sur une défense statique. D'anciens bunkers soviétiques longent le Dniestre et des fossés anti-chars traversent les champs à l'est de la ville. Les récents exercices indiquent un virage défensif. Unités mobiles, redéploiement rapide, équipes anti-aériennes éclairs. Des initiés estiment que cela rappelle l'innovation ukrainienne, où mobilité et surprise priment sur la force brute.
Les unités d'artillerie sont également en reconfiguration. Les plans de bombardement massifs sont abandonnés. L'accent est désormais mis sur des salves plus petites et ciblées, ainsi qu'un repositionnement rapide. Ce changement reflète les leçons du champ de bataille ukrainien, où les attaques lentes et prévisibles sont facilement neutralisées par des drones itinérants et des équipes mobiles anti-chars. En fin de compte, la capacité d'action offensive depuis la Transnistrie est minimale. Les forces locales pourraient harceler les unités moldaves ou ukrainiennes lors d'affrontements limités, mais des avancées ou frappes en profondeur restent peu probables. Des fuites de renseignements et des rapports locaux suggèrent que toute opération majeure ferait face à des contre-attaques écrasantes, avec peu d'espoir de suprématie aérienne ou d'artillerie. Une tendance du champ de bataille se démarque, la montée rapide des drones et de la guerre électronique tactique dans la région. Les forces russes et transnistriennes, bien que limitées en ressources, ont progressivement augmenté leurs achats de drones commerciaux pour la reconnaissance et le ciblage. Ces derniers mois, les troupes frontalières moldaves ont intercepté des drones cherchant des failles, suivant des convois et cartographiant des positions défensives en profondeur. La lutte anti-drones est devenue essentielle dans la coopération Moldavie-Ukraine. Les exercices conjoints incluent désormais des systèmes de brouillage anti-drones, des équipes de radars mobiles et des unités locales d'intervention rapide. Quand un drone hostile est repéré, il reste seulement quelques minutes pour intervenir avant sa neutralisation. Au-delà du matériel, la guerre de l'information sur le champ de bataille est constante. Les deux camps utilisent des brouilleurs radio, des dispositifs de perturbation de fréquence et des appareils de leurrage. Les opérateurs télécoms locaux signalent d'étranges pics de données chiffrées, tandis que des technologues occidentaux forment les équipes moldaves à identifier, intercepter et décoder les communications numériques. Les opérations psychologiques se déroulent parallèlement aux combats physiques. Les médias pro-russes diffusent dûment des récits d'attaques imminentes, de mobilisations massives et de soulèvements locaux pour effrayer les civils et semer la confusion chez les forces de sécurité. En réponse, les responsables moldaves diffusent régulièrement des contre-récits, rassurant les habitants et exposant les fabrications. L'innovation la plus dangereuse reste l'emploi de systèmes sans pilote en mission tactique. Inspirés par le succès ukrainien, les militaires moldaves ont conçu des essaims de drones faits maison, outils efficaces et bon marché pour la surveillance et la désignation de cibles. Ces petits appareils peuvent rapidement balayer des terrains ouverts, transmettre des images aux postes de commandement et même livrer de petites charges sur les positions ennemies. Les champs de bataille statiques disparaissent. Les lignes de front en Transnistrie sont désormais saturées de capteurs, brouilleurs et yeux numériques, apportant une dimension imprévisible à la lutte pour le contrôle. Alors, que se passe-t-il si des combats ouverts éclatent en Transnistrie ? Les analystes militaires esquissent plusieurs scénarios, chacun comportant des enjeux importants. Scénario 1, escarmouche localisée. Les forces russes et transnistriennes organisent une démonstration, espérant intimider la Moldavie ou distraire l'Ukraine. Des échanges de tirs limités sont possibles, mais le risque d'escalade reste faible. Les unités d'intervention rapide moldaves contiendraient sûrement la menace, tandis que les diplomates chercheraient à apaiser la situation. Scénario 2. Une incursion majeure. La Russie tente de percer jusqu'à la Transnistrie via le sud de l'Ukraine, peut-être en utilisant des unités aéroportées ou amphibies. Les analystes considèrent cela comme improbable. La logistique rend cela presque impossible. Les défenses ukrainiennes sont encore renforcées, et la surveillance occidentale détecterait les préparatifs très tôt. Si cela arrivait, les forces moldaves et ukrainiennes coordonneraient une contre-attaque rapide en utilisant de l'artillerie mobile et des équipes de défense aérienne familières des tactiques russes. Scénario 3. Soulèvement en Transnistrie. Des agents pro-Kremlin provoquent une révolte pour déstabiliser la Moldavie. La sécurité moldave serait ici mise à l'épreuve. Les opérations urbaines nécessitant une planification minutieuse et une coordination avec les autorités locales. Mais avec le soutien occidental et des renseignements supérieurs, les responsables pourraient neutraliser les troubles avant qu'ils ne se propagent. Dans tous les cas, la puissance aérienne reste limitée, la Transnistrie n'ayant pas de force aérienne moderne, et les avions russes risquent peu d'affronter l'Ukraine ou l'OTAN. Au lieu de cela, l'issue du conflit se jouerait au sol, avec des drones, de l'artillerie, des équipes d'infanterie mobile et du renseignement tactique. La victoire ira à ceux qui s'adaptent le plus vite, qu'ils soient moldaves ou soutenus par la Russie. Face à une pression croissante, la fenêtre d'opportunité de la Russie pour une action militaire en Transnistrie se referme. On peut renforcer les garnisons,
Privilégier une défense statique et espérer que l'Occident soit occupé ailleurs. L'histoire montre que des forces isolées, sans ravitaillement ni soutien aérien, ne tiennent pas longtemps, rendant la voie plus agressive. Une percée en Ukraine pour briser le siège s'estompe chaque mois. Les services de renseignement ukrainiens, moldaves et occidentaux renforcent leur contrôle, et le partage de données en temps réel permet de réagir immédiatement à toute provocation. Les planificateurs du Kremlin doivent considérer les capacités grandissantes de la Moldavie. Avec l'aide occidentale, la Moldavie a vite renforcé sa cyberdéfense, ses frontières et ses services de renseignement. Avec la Roumanie et l'Ukraine, elle organise des exercices conjoints, échange des officiers et développe des réseaux de commandement et contrôle. Cette orientation stratégique s'est éloignée de la force brute pour privilégier la résilience et la dissuasion. Pour la Russie, garder la Transnistrie devient coûteux, un gouffre de ressources, source de critiques et symbole de l'érosion de l'influence post-soviétique de Moscou. Pour la Moldavie, la solution est la modernisation militaire. De nouvelles unités s'entraînent selon les normes de l'OTAN, la communication est reconstruite et les campagnes anticorruption renforcent le soutien public à la défense. L'avenir des opérations militaires, ici s'annonce numérique, agile et prêt à contrer les menaces hybrides, pas seulement une invasion traditionnelle. En cas de retour de la guerre, la région deviendrait un laboratoire de nouvelles tactiques, essaims de drones, renseignements électroniques et défense mobile. Que cela plaise ou non à Poutine, la Moldavie se prépare au prochain affrontement, et la Transnistrie pourrait bientôt faire face aux conséquences de décennies passées comme le pillon de Moscou. La Moldavie ne fait pas que survivre, elle s'adapte. À l'opposé de l'armée russe en difficulté en Ukraine, l'innovation militaire moldave et l'appui occidental marquent un tournant stratégique en Europe de l'Est. La Transnistrie, autrefois le porte-avions insubmersible du Kremlin, se retrouve aujourd'hui sur un terrain instable avec des ressources qui s'amenuisent, une main-d'œuvre en diminution et un adversaire de plus en plus moderne de l'autre côté du Dniestre. L'avenir de ce bastion de Moscou dépendra des décisions des prochains mois. Vladimir Poutine pourrait-il tenter un nouveau pari en Moldavie ? Peut-être. Mais chaque jour qui passe rend ce pari plus risqué et les coûts ne cessent d'augmenter. La Moldavie reprendra-t-elle la Transnistrie ? Les futures technologies militaires détermineront-elles l'avenir de la région ? Les évolutions en mer Noire et la pression économique sur la Transnistrie signifient que les ambitions russes d'une nouvelle Russie jusqu'au Dniestre sont désormais mortes. Le Kremlin a misé sur une victoire rapide et fait maintenant face à une retraite lente et humiliante. L'échec inévitable est déjà pris en compte désormais. Découvrez comment l'échec stratégique de Moscou pousse désormais ses forces dans un piège encore plus mortel sur le front sud en regardant notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'actualités sur l'implosion stratégique de l'Empire russe en pleine chute.